Le GPS, pour système global de positionnement par satellite, est un procédé de radiolocalisation mis au point par l'armée américaine au début des années 1970. Sa fonction première est de déterminer une position géographique précise en tout point du globe. L'homme en mouvement est partout. Parmi nous, combien sont déjà équipés? Innovation technologique et miniaturisation ont rendu le système extraordinairement fiable et performant, ce qui était inimaginable il y a seulement quelques années. Si la simplicité d'emploi du récepteur semble le mettre à la portée de tous, il importe pourtant à l'aspirant navigateur de connaître la terminologie, les subtilités et les limites du système. La première et la plus simple des fonctionnalités du GPS est de faire le point. Hop, ça descend là. Carte, boussole, compas de relèvement et altimètre sont les outils traditionnels permettant de se localiser sur Terre par la technique de la triangulation. Encore faut-il des points caractéristiques visibles sur le terrain et repérables sur carte, tel un clocher, une croix ou un bâtiment incontestable. Là et là, tu vois. On est quelque part par là. Dans notre cas, dans cette forêt surplombée par une haute montagne dont on ne voit pas le sommet, il est impossible de mettre en œuvre les techniques habituelles pour se localiser. Le recours au GPS est donc parfaitement logique. Il suffit de lui demander de faire un point, on y reporte sur la carte et une fois qu'on sait où on est, après on trace dans la bonne direction, quoi. Parce que j'ai pas pris d'altimètre, donc il va nous le dire. Bon, acquisition satellite. Oh, mal barré, hein. Le GPS est un outil qui calcule notre position grâce à la triangulation des signaux émis par une constellation de satellites. L'humidité de la forêt peut être un facteur de perturbation de réception, mais ici, plus vraisemblablement, les grands arbres forment un écran aux signaux. Là, j'ai pas de signal. De mieux en mieux. L'acquisition des satellites est incomplète car 2 seulement sont captés. Dans ces conditions, l'appareil ne peut donner une position géographique, même approximative. Les randonneurs vont devoir se déplacer afin de trouver un site bénéficiant d'une trouée d'arbres permettant une meilleure réception. Mais là, pour l'instant, c'est réception satellite perdue. Putain, on est mal barré, hein. Allez, là, par là peut-être. Sur la page Acquisition satellite, l'indication niveau de précision doit être bien comprise. Ce paramètre est un indicateur de la pertinence du calcul de triangulation. Meilleures sont les conditions de réception, plus faible est cette valeur. On parle de good average lorsque le niveau de précision est inférieur à 10 mètres et de very good average lorsqu'il est inférieur à 5 mètres. A l'inverse, une estimation supérieure à 20 ou 30 mètres doit nous inciter à douter de la validité des informations recueillies. Certains GPS donnent une indication supplémentaire. La mention 2D nous informe que le récepteur utilise 3 signaux satellites. Seule la position géographique est déterminée. La mention 3D nous informe que le GPS fonctionne avec au moins 4 satellites. Il est donc capable d'établir la position, mais également l'altitude. Toutefois, pour une triangulation optimale, ils doivent être répartis sur la totalité de la sphère spatiale, ni concentrés, ni en ligne. On a chopé le 20 et le 24, 3D, la précision en haut à droite, 9 mètres 4, donc on est en dessous de 10 mètres, donc on est plutôt dans une bonne configuration de triangulation, et c'est bon. T'as de quoi noter? Tu dis quoi? Easting 0286. Le GPS est un outil à utiliser à bon escient. L'utilisation des données peut être sommaire ou très précise selon notre besoin du moment. Dans cette problématique simple, où sommes-nous approximativement pour sortir de cette forêt? Il est inutile de reporter les coordonnées géographiques qu'il nous donne avec une précision millimétrique. La question est surtout de savoir si nous sommes près d'un chemin, d'une piste ou d'une lisière. On est à 200 mètres de la sortie. On est à 200 mètres de la sortie. Bon ben. Voilà. Il dit que c'est À par 200 mètres vers où? 200 mètres par là. 200 mètres vers le sud. Le sud, c'est là. Allez. C'est bon.
Retrouver sur la carte numérique l'emplacement d'un point marqué avec l'aide du GPS sur le terrain, une fois que l'on s'est bien sorti de son petit problème de localisation et d'orientation, n'est pas très important, sauf que cette manipulation est riche d'enseignements. Le GPS peut être utilisé en lien avec un ordinateur disposant de fonds de carte numériques et d'un logiciel traceur. En France, les cartes au 1/25 millième sont numérisées par l'IGN et connues sous le nom de Bio25 ou de Carto Explorer. Les logiciels traceurs qui permettent de retrouver en lecture écran, en sauvegarde fichier image ou en impression notre mémoire d'itinéraire et les points relevés sur le terrain sont nombreux. Cartonave est celui utilisé par Eric et Vincent. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le fond de carte. Et ensuite, il doit y avoir, voilà, ça. Donc ce logiciel est un logiciel traceur. Là, c'est Cartonave. Et c'est là-dessus que tu vas travailler. La carte, t'en as plus besoin? La carte, on va l'utiliser, parce que là, on a les références du point de tout à l'heure. On va voir où est-ce que nous, on l'avait, voilà, où est-ce que nous, on l'avait localisé, voilà, et voir si, sur le fond de carte numérique, le point est localisé au même endroit. Pour exporter les données, donc, connecter le GPS sur un port qui est un port COM, ici sur ce PC. C'est tout simple. Donc, tu as une fonction acquérir les données du GPS. Pour ça, il faut aller soit dans le menu, soit sur l'icône, bibliothèque de Waypoint. Et on a ici une fenêtre qui s'ouvre. Exporter. Ouais, non, okay. Alors pas exporter, non, c'est transférer depuis le GPS. Ah oui, voilà. Transférer depuis le GPS. Et tu cliques là-dessus. Alors, il te dit protocole Garmin, c'est la marque de l'appareil. Port COM série, bon, port série c'est comme 1, ok. Et ben voilà, notre point. Un clic droit souris et tu peux connaître les propriétés de ton waypoint, lesquelles sont exprimées en latitude et longitude par rapport au méridien de Greenwich. En déverrouillant la position, tu as le choix ensuite de lui demander de les exprimer en UTM sur le système géodésique WGS. Et tu as ici, on va passer, c'est plus lisible, en kilomètres, voilà. Tu as bien ton easting à 286,184, c'est ça, et le northing en 5010, 858. Voilà. On a reporté trop à l'ouest. On a reporté trop à l'ouest. Voilà, mais ça, c'est l'erreur de report. C'est l'imprécision de la boussole sur la carte pas plate, l'épaisseur de stylo. En y passant plus de temps, peut-être qu'on arrivera à faire mieux que ça. Ouais. Le report des coordonnées sur la carte peut s'avérer aléatoire en raison des conditions de terrain, mais également par méconnaissance du système géodésique de référence. Un système géodésique ou datum est un mode de représentation mathématique de la Terre avec un point d'origine, des coordonnées et des unités. C'est le quadrillage des cartes. Aujourd'hui, le WGS 84 semble devenir la référence mondiale. Sur cette carte établie avec ce datum, voici notre position sur le terrain. Le même point exprimé par rapport à la grille Sao Bras brésilienne ou par rapport à la taïwanaise donne lieu à des écarts non négligeables de plusieurs centaines de mètres. Dans cet environnement glaciaire, on peut facilement imaginer les conséquences de ce type d'erreur de paramétrage. Ainsi, avant toute utilisation, il est impératif de faire coïncider le datum de la carte, numérique ou papier, avec celui de l'appareil. Cette opération conditionne fortement le choix du système de coordonnées géographiques. Les cartes IGN utilisées par Eric et Philippe sont en WGS 84, carroyées en UTM kilométrique. Dans l'hémisphère nord, l'origine des ordonnées, ou northing, est la ligne d'équateur. La dernière valeur est le point le plus au nord. L'origine des abscisses, ou easting, est le point le plus à l'ouest pour chacun des 60 fuseaux de Mercator, avec des coordonnées toutes artificiellement calées à 166,022. Le fuseau 1, au beau milieu de l'océan Pacifique, est à 180 degrés du méridien international de Greenwich. C'est-à-dire que demain, on part en ski, et le but, c'est d'établir une route depuis le fond de carte. Donc ça, c'est toi qui vas me dire par où on passe. Tu connais mieux la zone que moi. Hein, et on va établir cette route. On va l'enregistrer, on va la nommer. Et demain, on va lui demander de nous établir la route et de nous guider. Donc je prends la main sur la fonction route et tu me dis qu'on part d'ici. Voilà, clac.
Donc double clic, et on va où? Le câble. Tu vas en ligne droite Ouais. jusque en dessous de hôtel. Pour aller au point 3, tiens, on va essayer de contourner la barre rocheuse qui est en dessous du Ici, là, Potron. passer là. J'aurais vu l'autre côté, moi. Ici? Voilà, ici. D'accord. Tac, là tu mets un point. Ouais. Tac. On va essayer de faire aller au lac Potron Ici. au milieu, on va dire, au centre. Bah, est-ce qu'il est encore en glace? Il va y avoir un peu de neige dessus, mais... Bon allez, on s'arrête avant. Hein. Ok, bord du D'accord. lac, Bord du lac. ça marche. La construction d'un itinéraire, dans le langage GPS d'une route, nécessite au préalable de savoir parfaitement lire une carte, et ce d'autant plus que le terrain est risqué, comme ici en progression en ski de randonnée. Dans ces cas, le marquage d'une position, dans le langage GPS de waypoints, sur la carte numérique est rapide, efficace et fiable. Voilà. Donc là, on a établi une route. Route 1, de 1 à 14. Il y a 14 waypoints. Elle fait 1 km 796. Et on a un cap qui est 238 degrés, qui est en fait un cap du point 1 au point 14. Parfait. Pour transférer la route qu'on vient d'établir sur le fond de carte numérique, c'est la même manip que tout à l'heure avec le waypoint. On doit passer par bibliothèque. Bibliothèque, non plus de waypoint, mais cette fois-ci de route. Ouais. Une fenêtre s'ouvre. Et cette fois-ci non plus transféré depuis le GPS, mais transféré vers le GPS. Tu cliques, on retrouve le panneau. OK. Et tu transfères. Voilà. Les waypoints et les routes. Voilà, transfert effectué. La route établie est transférée dans le GPS dans l'ordre des points tels qu'ils ont été déterminés. Le GPS d'Eric en mode navigation donnera en temps réel caps et distances à suivre pour se rendre d'un point à un autre, pendant que, pour étoffer l'exercice, celui de Philippe enregistrera la trace du parcours réellement effectué. Bon allez, tu le fixes sur le sac par contre. Je vais l'attacher dessus. Un coup de sparadrap. Il est bien coordonné le truc, le système géodésique c'est le datum, enfin t'es bien dans le WGS 84 qu'on ait les mêmes données. Non, je crois que le gars qui me l'a prêté, il était en Suisse avant, donc il faut que je modifie Ouais, c'est Swiss Grid CH 1903. Ouais. Actuellement, toutes les cartes éditées dans le monde se fondent sur le système WGS 84. Seule la Suisse est un cas particulier et ces cartes, même les plus récentes, sont toujours basées sur le système national CH 1903, associé au format de position Swiss Grid. En Europe, on trouve encore de nombreuses cartes datant de quelques années, référencées selon le système ED50. Tu vois le fait de le tenir tête en bas, je suis à 58 mètres, je suis en 2D. Ah ouais. Tu vois? Il faudrait que je relève un peu. soit plus visible. Non, je vais pas le fixer là, je vais le fixer un peu plus bas. Voilà. La tenue en main du GPS est importante. Son antenne interne est généralement placée sur le haut de l'appareil. Attention de ne pas altérer la réception des signaux en posant sa main sur l'emplacement de l'antenne ou en installant le GPS tête en bas. 28 satellites évoluent sur 6 plans orbitaux à 20 200 km d'altitude. 4 d'entre eux, au minimum, sont toujours visibles à plus de 15 degrés d'élévation au-dessus de l'horizon. En plaine ou en mer, leur nombre peut augmenter jusqu'à 12, ce qui accroît sensiblement la précision des mesures. Chacun d'entre eux est numéroté. L'écran du GPS nous indique leur position dans le ciel par rapport aux points cardinaux, mais également par rapport à la verticale et à l'horizontale. Sur l'écran, le cercle extérieur symbolise l'horizon, le cercle intérieur, une élévation de 45 degrés au-dessus de l'horizon, le point central, le zénith. Savoir lire l'écran satellitaire est important si l'on est en situation de faible signal et que l'on cherche à optimiser celui-ci. Se déplacer de quelques mètres pour dégager le GPS de toute zone d'ombre ou tenir l'appareil bien verticalement à bout de bras permet parfois de passer d'une réception 2D insuffisante à une réception 3D minimale. Sur ce modèle, donc là on a toujours l'écran satellitaire, ok. Donc il y a une fonction directe qui est nav, navigation. En surbrillance, donc ta route de navigation, Inter,
Allez. Et sélectionner route, ben là j'en ai qu'une, celle d'hier, RTE 01, Inter. Et elle s'affiche. Et une fois que la route est active, on peut avoir des informations sur tous les waypoints. Là, on passe tout simplement dans la page compas. Et là, regarde, Compas. Ok. tu as toutes les données. Tu as ton cap qui est au 223, 230. Moi, je dirais 230 et on lit 223. On est à 237 mètres du point 2. La fonction navigation en mode automatique sur une route établie est l'usage le plus fréquent. Le GPS enchaîne les points au fur et à mesure de la progression terrain. Tous les GPS disposent au moins de la page carte et de la page compas. Sur la page carte, l'information apparaît sous la forme d'un curseur triangulaire indiquant la position sur un axe reliant deux points. Il suffit de progresser de manière à ce que le curseur se déplace sur l'axe. Sur la page compas, la flèche pointe vers la destination, tandis que le repère de l'anneau indicateur de route signale la direction effective du déplacement. Il faut aligner les deux. Le compas satellitaire ne peut fonctionner que s'il y a déplacement sur le terrain, alors que le compas magnétique, une fois activé, est opérationnel même lorsque l'utilisateur est à l'arrêt. C'est toi le guide, non ? Pour donner une information juste, le compas magnétique doit être régulièrement recalé en faisant tourner l'appareil à plat sur lui-même et être utilisé sur le terrain strictement à l'horizontale. Donc il faut maintenir le niveau et il y a une distorsion. Et là, on retrouve correct. Et là, maintenant, tout simplement, Ok, question. voilà, là-bas, à 192. Allez. Dans certaines configurations de route, lorsque deux points sont angulés et trop proches, la route en mode automatique peut considérer qu'un point a été atteint alors que ce n'est pas le cas. Deux possibilités s'offrent à l'utilisateur. Régler le paramètre approche plus finement, soit quelques mètres et non 20 ou 30 mètres, ou plus simplement passer ponctuellement en route manuelle pour demander au GPS de nous amener au point suivant. Là, tu vois, pour être sur une courbe de niveau plus sympathique, on est légèrement à droite du cap. En fonction navigation sur route, on peut demander l'affichage de champs de données indiquant nos déviations à gauche ou à droite de l'axe théorique de progression. Ces champs portent la mention hors route gauche et hors route droite. Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir bien réglé l'alarme de hors route. Je vais peut-être donner une tolérance de 100 mètres. L'utilisateur du GPS peut en outre paramétrer une alarme qui bipera et l'informera s'il s'écarte trop de la route théorique. Cette option est envisageable en mode maritime pour respecter un chenal de navigation ou en mode terrestre sur des terrains à risque comme un glacier par exemple, où notre route est calculée en fonction de la présence de zones de crevasses tant à gauche qu'à droite. Destination, voilà. Il est vivement déconseillé de ne compter que sur les informations du GPS dans des situations délicates de progression. C'est idiot, il manque un peu de neige. Un itinéraire de pleine nature, visualisé sur carte numérique et transféré sous forme de route dans le GPS, peut, une fois sur le terrain, donner lieu à des aberrations. Ici, en ski de randonnée, il est impossible de garantir par exemple l'enneigement sur la totalité du parcours ou de lire sur carte la présence de micro-obstacles. Que l'utilisateur du GPS soit en situation d'exercice pour se familiariser avec l'appareil ou en progression réelle sur le terrain, c'est sa connaissance du milieu fréquenté qui doit primer. Ici, le manteau neigeux dispose d'une forte teneur en eau liquide et est donc instable. C'est la connaissance de son milieu d'évolution, maîtrisée par l'utilisateur, qu'il soit montagnard, marin ou parapentiste, qui est la meilleure garantie de sa sécurité. Répétons-le, le GPS est une aide à la navigation, une aide à la prise de décision, mais ne doit jamais occulter la connaissance du milieu et le bon sens. Voilà, donc maintenant il s'agit simplement de décharger les données du GPS sur l'ordi. Donc plus précisément, en fait, ce qu'on va décharger, c'est le tracé. La trace est une fonction du GPS. Il s'agit de l'enregistrement automatique et régulier des points par lesquels le porteur du GPS est effectivement passé sur le terrain.
Il est intéressant de constater que cette trace peut s'interrompre dès lors que la réception faiblit et que lorsque celle-ci reprend, il y a quasi systématiquement aberration. Tu vois ici, il y a un bout de trace en vert, d'accord? Interruption de trace ici, alors qu'a priori on est bien passé par là. Et là, on a une reprise de trace avec une aberration de signal. Tu vois, ce qui est perpendiculaire à la route, cette trace perpendiculaire à la route, on l'a jamais faite. Ça, c'est quand il a rechopé un bon signal, il y a eu un moment de panique, donc une aberration, donc ça, c'est à prendre en compte. Et ensuite, il y a tous les moments où le GPS, tu te rappelles, il était en bandoulière comme ça. Ouais. Il se tourne, tête en bas, l'antenne n'est pas bien orientée, il perd le signal. Il perd le signal et puis après, il va le retrouver. Mais globalement, si on suit en gros le trait vert, on est bien passé au waypoint numéro 4, au bord du lac Potron. Hein, on était au bord de la glace, au bord de l'eau, quoi, pile. Donc il n'y a pas de raison qu'on y soit pas passé. Et voilà, on note notre montée. Et c'est là, ici, à ce point-là, que tu m'as dit que la neige était trop molle et qu'on a décidé donc de rebrousser chemin jusqu'au chemin ici qui nous a permis de rentrer. Nous devons déduire de cette expérience une précaution fondamentale à prendre. Après la mise en service du GPS, attendre une quinzaine de secondes et la stabilisation de la réception avant d'enregistrer un point. Par ailleurs, afin de limiter les aberrations, quel que soit le mode d'utilisation, il vaut mieux laisser le GPS fonctionner en permanence en déconnectant le compas magnétique pour économiser les piles. Le GPS est un outil adapté à de nombreuses activités de pleine nature. Ici, il va permettre à ce pêcheur de revenir de nuit sur un point précis du plan d'eau repéré de jour. L'opération à effectuer est simple. Il s'agit d'enregistrer un point, celui des coordonnées que l'on souhaite retrouver de nuit. Notre pêcheur utilise un GPS dont certaines fonctionnalités sont en rapport avec un usage maritime. Sur ces modèles, l'enregistrement d'un point de type homme à la mer, mention MOB sur l'écran, est accessible par pression d'une simple touche clairement identifiée. Pour les GPS non maritimes, il suffira de créer un point par le mode normal. Explique-moi un petit peu ta démarche et ce que tu viens de faire. Je suis allé passer un peu l'échosondeur sur la bordure du lit afin de déterminer bien la première marche de la cassure. Et j'ai placé un repère que j'ai réamorcé dans la soirée. Je l'ai enregistré au GPS. Le lieu de dépose des lignes était judicieux. La stratégie d'éloignement des berges a payé puisque notre carpiste a rapidement pris son premier poisson. La nuit ne fait que commencer et il faut retourner amorcer et pêcher à l'endroit précis du lac qui semble si prometteur. Le point à atteindre est à environ 260 mètres du bord. Dans notre cas, la fonctionnalité opérationnelle est le go-to, le aller vers le point enregistré. Ici, la recherche est fine. Il s'agit de revenir de nuit sur une balise flottante d'une dizaine de centimètres de longueur. L'approche s'effectue lentement, dès lors que l'information distance restante indique une valeur inférieure à 20 mètres. Il faut en effet donner au calculateur interne de l'appareil le temps de suivre la progression sur l'eau. Le retour de nuit sur un point repéré de jour est un des fondamentaux de la localisation par satellite. Dans ces situations de terrain où il est impossible, très difficile ou aléatoire de se localiser et de s'orienter à l'aide des techniques traditionnelles, le GPS s'avère d'une aide majeure. Les plaisanciers sont aujourd'hui largement équipés de GPS, parfois connectés à une chaîne d'instruments comme échosondeur, anémomètre, radar. Tu fais attention, il ne faut pas s'appuyer sur les filières. Hop. Alors, tu vois ici pour naviguer, nous, ce qu'on a, on utilise les cartes là, et donc on a aussi un GPS ici, fixe, voilà, qu'on utilise par report en fait des positions, latitude et longitude sur les cartes CHOM. Voilà. En maritime, les coordonnées géographiques s'expriment en latitude et longitude. Les cartes du CHOM reposent sur le système géodésique ED50, mais celle d'Antoine, utilisable aussi en Italie, est en ROM 1940. Comme nous l'avons vu précédemment, il faut donc paramétrer le récepteur dans ce format.
Ou bien c'est une éventualité que proposent certaines cartes, laisser le récepteur en WGS et lui appliquer des corrections indiquées dans le cartouche, ici 4 centièmes de minute nord et 2 centièmes de minute est. Alors ici on a un bandeau qui correspond exactement à une boussole et à un compas de relèvement avec, tu vois, la graduation de 0 à 360, le nord étant 0. On a ici un répétiteur de cette direction, donc plus précis à 3 chiffres. Théoriquement à cette position, quand tu veux faire un report sur carte, voilà, tu prends cette position, tu reportes. L'information. Tu peux utiliser l'information des 0,02 secondes si tu veux, mais tu te rends compte qu'à rajouter là-dessus, on va passer d'une position de 43,035, 114 à 43,035, 117. D'accord. Et lui est déjà en train de bouger entre 14 et 16. Donc on peut estimer que vraiment le positionnement est très précis. Bah, tiens, d'ailleurs tout à l'heure quand on est allé plonger, on a perdu une bouteille. Ouais. On est parti là on est venu ici, on a fait la plongée dérivante dans cette zone-là. Ok, c'est bon, j'ai le point GPS. Bon, il faudra revenir demain pour le reprendre. Traditionnellement, le navigateur se localise en côtier avec la méthode des alignements. Celle-ci consiste à trouver, relever et reporter sur la carte les alignements d'au moins 2 points fixes caractéristiques, les amers. Incertaine par nature, longue à mettre en œuvre, le GPS, par sa rapidité et sa précision, est donc en cas d'urgence une alternative pratiquement irremplaçable à cette technique. Condition préalable, l'appareil doit être en situation de réception au moins une dizaine de secondes avant que l'on active le MOB, afin d'éviter d'enregistrer une aberration de signal. Pour les navires faisant route, le GPS doit donc fonctionner en permanence. Voilà. Donc tout à l'heure, en fait, j'ai pris une marque directement sur le GPS, comme on ne pouvait pas prendre la mer. La mer, tout à fait. Ouais. Voilà, j'ai utilisé cette fonction qui est une fonction très rapide pour enregistrer un point donné. Et pour le reporter, tu veux le reporter sur cette carte-là? Je peux le reporter sur cette carte-là. Maintenant, tu vas voir. Non, mais à la maison, j'ai un ordinateur avec une carte électronique. Il me suffit de couper. Tu as la carte CHOM numérique. Voilà, on a des cartes CHOM numérisées. Ça couvre l'ensemble de la planète. Tu branches ton GPS dessus, tu ressors ton point d'homme à la mer et il te le positionne directement. Ce qui nous permettra d'ailleurs aussi tout à l'heure d'y retourner. Pour récupérer très facilement, pour récupérer la bouteille. Voilà. D'accord, ben on y va. Alors voilà la bête. Donc je vais prendre le relevé qu'on a fait tout à l'heure sur notre petit incident de plongée. Donc alors voilà, donc le GPS qu'on avait tout à l'heure sur le bateau. Ouais. Avec lequel on a pris le point homme à la mer lors de la perte de la bouteille. Donc il y a derrière le GPS ici une petite tirette. Voilà. C'est l'interface. L'interface. Ouais. À la fois l'interface, la lime. L'alimentation ou l'antenne extérieure. Tout à fait. Voilà. Donc on l'allume. Sur le map source, tu as ton fond de carte qui est ici. Voilà, donc tout là, à fait. il est zoomé sur... donc ça, c'est la partie du cap où on était tout à l'heure. Si tu appuies sur le petit bouton là, ici, on va voir que... 500, voilà, oui, là, on retrouve donc le cap d'Antibes bien. avec les différentes profondeurs, les balises qui sont affichées. Ça, c'est super important et très intéressant. Donc à partir de maintenant, tu vas appuyer sur ouvrir depuis le périphérique. Voilà, donc c'est bien un waypoint qu'on veut transférer. Et puis le port comme 1. Voilà, tout à fait. Ça, il fait les détections automatiquement. Voilà. Télécharger. Voilà, il l'a. Voilà. Donc là, tu vois, on a de la chance, on voit que la bouteille a été perdue sur 7,50 m. Alors qu'on aurait pu la perdre sur 34. Faut lui dire. Oui. C'est elle qui ira la chercher demain. Très bien. Alors, pour y aller demain, on peut se faire l'exercice de partir d'ici, du club, et y aller avec un go-to. Ça peut être sympa. Tout à fait. Voilà, on a l'outil itinéraire. Voilà. Qui est le qui même permet de déterminer sur le mode terrestre. Donc je clique dessus. Tu me montres ton club. Le club est ici. Là, ici. Ouais. Là, ici, voilà, là. C'est bon. Fait. Donc double clic. Ouais. Tu veux passer au large de la Grenille. Au large de la Grenille. Là. Ensuite, on va tracer directement au large de Cap Gros, après le plateau là. Et après, on va pile poil au 001. Et voilà, notre route est faite. Et tracée.
parfait, on est prêt pour demain? Non, il faut retransférer dans l'autre sens, la route. Tu peux retransférer la route, ouais. effectivement, ouais, Et tout ben, à on va le fait. faire. Donc sur cette icône-là, Ouais, transférer à partir de... Voilà. c'est celui-ci, hein? Ouais. Tu as enregistré waypoint et un itinéraire. Ok, enregistré. Oui. Oui. Il vient de biper, transfert effectué. Voilà. Si effectuer un MOB ne requiert qu'une fraction de seconde, pour concevoir un itinéraire, une route en langage GPS, le marin, comme le montagnard, devra savoir lire et interpréter la carte afin de contourner obstacles au fond et respecter les chenaux de navigation sur son parcours. Le GPS, une fois configuré en route automatique, guidera nos plongeurs vers leur destination en suivant les 4 points transférés la veille depuis l'ordinateur. Il est important, si l'antenne du GPS n'est pas excentrée et fixée sur un mât, de toujours tenir l'appareil dans la même position, loin de tout obstacle pouvant occulter un satellite. En phase d'approche finale, ne pas oublier de faire route à très faible vitesse. Ok, alors là on est sur le point GPS que nous a indiqué. Donc a priori le bloc qu'on a perdu hier se trouve en dessous. Donc écoute, tu descends et puis tu devrais tomber dessus. Une fonction intéressante en termes de sécurité est l'alarme sur dérive qui prévient le marin lorsque le navire sort de la zone de mouillage paramétrée. Celle-ci est d'autant plus efficace que sur l'eau, la question de la qualité des signaux reçus ne se pose a priori pas. En haute mer, l'horizon est dégagé à 360 degrés, en côtier, souvent à plus de 180 degrés. C'est bien mon cœur. T'as de la chance, tu toucheras tout ton salaire ce mois-ci. Selon les méthodes traditionnelles d'orientation, lorsque le point de destination est visible, il suffit d'en relever la valeur d'angle et de suivre ce cap à la boussole. Malgré le relief et la végétation, il est indispensable de ne pas s'écarter sensiblement de cette direction si l'on veut éviter l'accumulation des erreurs de progression. Mais comment rejoindre un point de destination visible seulement par intermittence? Si on veut y aller en direct, tu as vu comment la forêt était profonde? On va perdre de vue le point. Donc on fera un sight and go en GPS. Tu vises, tu fais un relevé, donc de cap, et go. Et tu vas aller sur ce cap. Le sight and go est une manière supplémentaire de déterminer un cap. On pointe l'endroit à rejoindre depuis le point de départ, le lieu où nous sommes, et on enregistre la valeur de l'angle. C'est un relèvement. La grande différence entre la navigation traditionnelle et la navigation électronique, c'est la mémorisation systématique d'une position de départ. À partir de ce point référent et d'un cap, quel qu'ait été le moyen de l'obtenir, ici par relevé visuel, le système détermine un axe de progression sur lequel il nous ramènera toujours. Le GPS permet donc de marcher, quelle que soit la visibilité et les obstacles rencontrés, à la vitesse maximale qu'autorise le terrain. Et la fonction localisée aller n'est opérationnelle que sur les GPS qui ont un compas magnétique, en plus du compas satellitaire, d'accord? Donc il faut l'enclencher, il est off parce que ça mange pas mal de piles, donc quand tu t'en sers pas, ensuite on fait comme ça. Il s'agit bien sûr de, comme si tu relevais, donc il s'agit d'être à l'horizontale et tu as ici un petit trait blanc, tu fais coïncider ce petit trait blanc avec le point visé. Donc tu le tiens comme ça et là je suis pile poil. Voilà, Inter. Et voilà, je lis Sight and Go. Donc la fonction Sight and Go est activée et il me donne ma route. Il faut que j'aille au 105. Hein? Par contre, il ne me dit pas quand est-ce que j'arrive, heure estimée d'arrivée prochaine, il ne sait pas où je vais, pareil, et la distance. La distance, s'il m'a pris un point aléatoire à 55 km, mais on n'ira pas jusque-là, promis juré. On va s'arrêter. On y va? Allez, go. Alors, il y a deux choses qui sont importantes, à savoir quand tu as activé la fonction Sight and Go, c'est bien comprendre ce que c'est que la grosse flèche et le petit trait, et ce que veut dire R ou L, tu vois. Donc là, la grosse flèche, c'est la route,
C'est ce qu'on doit suivre, c'est le fameux 105 du début. Alors que la petite flèche qui est sous le S de sud, c'est notre cap, le cap réel. Et R, 67.2. Eh bien, on est en erreur de 67 mètres à droite de la route. Donc, on a deux possibilités. Soit on fait un angle droit, on n'est pas fou, on y va en tangente et progressivement, on rejoint pile poil notre route. D'accord? Ouais, ok. Ok. Bon, allez, on y va, c'est par là. Et là, l'intérêt de la fonctionnalité, c'est que on est dans la cuvette, ben, on est perdu dans les arbres. Donc là, c'est là. Tu vois, l'intérêt de la fonction Sight and Go. Hey, on la voit plus longtemps. Dans le temps, c'était à la limite marcher au tiroir, tu vois. Viser d'arbre en arbre, mais tous les arbres se ressemblent, alors qu'avec là... Voilà, tout bien. Et si on se retourne, ben voilà, on a inversion déjà de la flèche, ce qui est logique, on est à l'opposé, et on a notre point de départ, et entre deux, la cuvette et la forêt qu'on vient de traverser. Dans de nombreuses situations où la navigation et l'orientation sont faciles, le recours au GPS en mode navigation est alors secondaire. Cependant, même si on ne lui demande aucune aide, on peut laisser l'appareil fonctionner en permanence dans le mode enregistrement de traces. Le GPS est alors un simple témoin de notre progression. On y va? On y va, ouais. Allez, la suite, tout de suite. Là-bas, t'as vu ces deux montagnes, on dirait qu'il y a des poteaux au sommet. Passe-moi les jumelles. Ah, peut-être bien. C'est quoi ces trucs? La poche du haut. T'es sûr? Bah oui, poche du haut, les jumelles, toujours. Hein. Ouais, elles y sont pas, hein. Comment ça, elles y sont pas, les jumelles? Pas. Pourquoi elles y sont pas? Elles sont toujours dans la poche du haut, les jumelles. Non, on les a pas popées. Attends. Pique-nique, putain. On les a... Je suis sûr, le seul endroit où on a vers le sac. Au pique-nique. Incroyable. Oh là! Eh ben, il va falloir y aller. Il y a 1 heure de marche. Hein. Alors ici, clairière, pas clairière, dans tous les sens. On va la retrouver, hein. Oui, ben lui, il est en tracé. Donc, depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, il enregistre les points. C'est pas des waypoints, hein, c'est des points... Ouais, mais on peut suivre le tracé. Ouais, on suit le tracé, on inverse le curseur, enfin, il va s'inverser tout seul. On fait une sorte de go-back, un go-back en lecture de carte. Allez. Ouais, on y va, parce que... Allez, on avance. Une trace est une succession de points qui ne sont pas des waypoints. En raison d'une capacité mémoire limitée sur la plupart des récepteurs actuels, on ne peut connaître de ces points que leur altitude et l'heure à laquelle ils ont été enregistrés. Afin d'optimiser cette capacité mémoire, il est indispensable de paramétrer correctement l'enregistrement de traces. Pour les modes de déplacement lent, randonnée pédestre, ski de randonnée, alpinisme, VTT, l'utilisateur optera pour un paramétrage basé sur l'heure, un point toutes les 30 secondes par exemple. Pour les modes de déplacement rapide, voiture, navire, aérien, l'utilisateur optera pour un paramétrage basé sur la distance, un point tous les 100, 300, voire 500 mètres. Pour rebrousser chemin sur le même itinéraire, on utilise le GPS en page carte. Il suffit de progresser à l'inverse en veillant à ce que le curseur de position reste sur les points précédemment enregistrés. Plus on souhaite de précision dans le suivi-retour, plus l'utilisateur optera pour un zoom sur carte important. On est sur la trace? Ouais, à peu près. Hop, putain. Ouais, ça va. Eh ben, ça fait plaisir. Tu peux les remettre dans le sac. Bon, c'est bien quand même, hein. Tracé retour. La fonction trace n'est pas à négliger car elle nous permet de revenir sur nos pas, donc d'emprunter un chemin de retour dont on est certain qu'il autorise la progression. Connaître le datum ayant servi à l'établissement d'une carte est fondamental. C'est simple lorsqu'elle porte clairement la mention « compatible GPS » ou même pour cette carte polonaise.
C'est plus délicat pour cette carte italienne des années 80 qui ne nous dit rien. On suppose qu'elle repose sur le système D50. Par contre, pour cette carte de l'Himalaya, c'est le mystère. Aucun autre choix que d'utiliser les valeurs universelles de latitude et de longitude. Toutes les cartes françaises ne sont pas en WGS 84 ou en ED50. Ici, pour Yenguéné, en Nouvelle-Calédonie, c'est le système géodésique MHNC 1972 qui doit être paramétré dans le GPS. Aller au plus court ou au plus rapide avec un grand degré de fiabilité vers un point de terrain qui présente un intérêt ou une nécessité est l'un des usages fondamentaux du GPS. Nous avons vu comment se localiser en forêt en relevant une position et en la reportant sur la carte. A l'inverse, il s'agit ici d'atteindre une source dont il faut au préalable déterminer les coordonnées sur la carte papier. On va relever les coordonnées de la source depuis la carte. On les rentre là-dedans, on fait un go-to, on y va pile poil, on ne perd pas de temps. Donc la source est là, celle-là, celle-là par exemple, et nous on est globalement par là. Donc relève les coordonnées de cette source en UTM. Selon la légende de la carte, le datum utilisé est le D50. On y trouve en amorce le carroyage UTM qu'Éric et Sébastien doivent d'abord prolonger avant de pouvoir déterminer les coordonnées métriques de la source. Le quadrillage bleu complet n'existe que sur les cartes qui reposent sur le système WGS 84 plus récente, dite compatible GPS. C'est bon, je trace. On a recréé une intersection ici d'un carroyage UTM qui n'existe pas. Donc les racines, tu peux noter, on est donc en easting 0,313, déjà, en northing 48,58 et après on utilise ça. Voilà, on utilise ce genre de boussole spécifique au GPS avec différentes règles équerres, avec des petits trous. Ces petits trous, c'est pour marquer le point. Le point, c'est la source. Et on va utiliser la bonne, à savoir le 1,25K, 1,25 millième. Ça part de 0 au niveau de cette intersection qui est le trou. Et ben on lit 100, 120, 130. Donc 130 en easting et 100, 120, 130, 140 en northing. Après, il suffit de rentrer ce point dans le GPS. Tu vas créer donc un waypoint. Sur le menu waypoint, tu l'as, le 001. Tu remontes, tu vas en surbrillance là où tu as les coordonnées. Et c'est bon, Inter, vas-y, 32T, combien tu me dis 0,313. C'est ça. Ensuite, 130. 1, 3, 0. Alors, 3 et 0. Voilà. Et en northing. 48, combien 58. Allez, 48, 58. 140. 140. 140, hop. C'est fait. Inter. Une fois que c'est fait, tu le valides, ce truc-là. Et puis, tu retournes en quoi? Tu retournes en navigation. Et aller vers 001, Inter. Inter, et tu vas en page compas. Donc c'est parti, on tombe pile poil sur la source. Allez, go. Le chien va boire, nous aussi. Tout le monde sera content. Dans ces situations assez fréquentes d'un GPS utilisé en lien avec la carte papier, nous nous trouvons dans une situation assez paradoxale. Le récepteur bien paramétré, en bonne situation de réception, donne une précision de l'ordre de quelques mètres. Alors que notre évaluation sur la carte papier au 1,25 millième, avec 1 ou 2 mm de tolérance, représente une erreur de 25 à 50 mètres. Cette approximation ne peut qu'augmenter dans le cas où la carte papier utilisée n'est pas compatible GPS, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas en surcharge le carroyage bleu UTM. Quelle distance? 12 mètres. 12 mètres. Ah bah ouais, hein. Et Poch, viens voir. Le chien, viens voir. Poch, viens voir. Il y a de l'eau là. Voilà. Tiens, t'en veux? Youp. Bah 7 heures, on n'aura pas perdu les jumelles, on sera arrivé avec le soleil. D'accord. Ouais.
Le GPS est une aide non négligeable à l'organisation de manifestations sportives. Grâce à lui, l'implantation d'un parcours d'orientation, qu'il soit terrestre, maritime ou aérien, le report précis de la position des balises sur carte et l'établissement du document remis aux participants est devenu tout à fait réalisable. Donc Seb, aujourd'hui on va utiliser le GPS pour mettre en place un parcours de CO, ici sur le site de Gréolières-les-Neiges. Donc toi tu as le Vista, moi je prends le Legend. Toi tu connais mieux le terrain que moi, donc qu'est-ce que tu me proposes? Alors je te propose moi d'aller voir ces deux balises là, hein, qui sont des balises permanentes. 39 et 40. Ouais, je pense qu'elle est là. Ça m'a tout l'air. Le nombre d'arbres, c'est une zone humide. Gagné, Doline, donc balise 40. Elle est là. Comme boussole et carte, c'est bien. Hein. Allez, c'est la 40. Bon, alors, il tourne ton GPS? Ouais, il tourne. Ouais, par là, ça peut être pas mal. Alors, c'est déjà mieux. Hein. Ok, j'en ai 6, t'en as? Ouais, j'en ai 4 moi. 4. Donc remonte l'antenne. Tu devrais en choper mieux. Ouais, Voilà. 5e, là. Voilà, ça vient. Deux récepteurs de même marque, disposant du même logiciel de calcul et tenus côte à côte sur le terrain, donnent toutefois des valeurs légèrement différentes. Ces différences s'expliquent par l'environnement des utilisateurs. Une branche d'arbre à proximité peut par exemple altérer le signal reçu par un des deux GPS. De même, la manière de tenir l'appareil en main, l'orientation de son antenne interne peuvent conduire à de légères distorsions. Mais ce que je voudrais, c'est que les mecs qui vont faire demain le parcours utilisent une fonctionnalité qui est avec un go-to, mais un go-to sur un cap et une distance. D'accord. Tu vois? Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est que depuis ce waypoint, depuis la balise 40, il faudra qu'on projette le waypoint qui est la balise 39. On n'a pas les coordonnées UTM de la prochaine, donc le plus simple, c'est tu prends une radio TIVA, track, voilà, tu marques le point, tu me le communiques en radio et moi je ferai une projection d'ici. Donc j'aurai un cap et une distance. Quelle que soit la méthode, un waypoint projeté est un point de terrain dont la position doit être préalablement déterminée. On peut relever les coordonnées de ce point sur la carte papier ou sur une carte numérique, le déterminer avec le pointeur de carte, le sélectionner dans la bibliothèque de waypoints. Ici, Sébastien, un des organisateurs du parcours d'orientation, se rend à la balise 39 pour en relever les coordonnées grâce au GPS et les transmettre à Eric par radio. Ok, Easting donc 335 277. 335 277, c'est bien noté. Northing 48 54 668. Ok. Il suffira à ce dernier, stationné à la balise 40, de les incrémenter sur son propre récepteur, puis de faire un projeté position. Les valeurs de projection, distance et cap, se lisent sur la page compas en mode navigation. Pour rejoindre Sébastien à la balise 39, Eric doit marcher environ 350 mètres vers le sud. Il suffira de demander au GPS un simple go-to vers ce point distant. Seb? Oui, Eric. Ok, je suis plus qu'à 292 mètres, c'est royal. Ok, je joue le jeu, hein, je suis vraiment l'appareil. Donc je te regarde pas, je vais là où il me dit d'aller. Comme ça sera déjà une première vérif à toi. Ok, très bien. Bah, pour compliquer un peu la tâche, je vais me cacher. Eh ben volontiers. Sept, 6 et 5, 4. Elle est où? Elle est là. Attends, je me rapproche. Voilà.
Vincent de Eric. Oui, j'écoute. Est-ce que tu peux venir récupérer les 2 balises souples à la 39? Non, je me souviens pas exactement. Hein. Je te file les coordonnées UTM de la 39. Ok, ça marche. Easting 0335 277. Northing 4854 668. T'as bien reçu à toi? Bon, c'est rentré, hein, je l'ai fait au fur et à mesure. Donc on te pose au pied de la balise. Bon, il n'y a pas de vent, hein, c'est bon. On te pose les deux balises souples. Tu les poses où tu veux. Une intersection et puis une doline, par exemple. Et voilà, et tu prends bien les coordonnées de ces balises. Tu vas nous faire ça vite? Bien sûr. Lorsque, comme ici, l'organisation d'un parcours d'orientation est gérée par plusieurs GPS travaillant en parallèle, il faut s'assurer, cela est fondamental, que les appareils en service servant à relever des coordonnées géographiques soient tous configurés dans le même système géodésique. Les distorsions des coordonnées exprimées en UTM, mais basées sur des systèmes géodésiques différents, peuvent donner lieu à des différences de position allant de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Une distorsion de quelques centaines de mètres est possible si l'on utilise en France un GPS qu'un utilisateur amateur aurait manipulé et, sans le savoir, paramétré sur le système géodésique de Puerto Rico ou celui du Qatar. Le recours à un ordinateur doté d'un fond de carte numérique et d'un logiciel traceur est ici obligatoire pour établir le document de course d'orientation avec fiabilité. Rien ne sert en effet, dans ces épreuves de précision, d'effectuer des relevés de coordonnées géographiques avec l'aide d'un GPS pour ensuite les reporter sur une carte papier avec toutes les erreurs de parallaxe, d'équerre, de largeur de trait de crayon que l'on connaît. Transférer depuis le GPS, c'est parti. Envoyer. Clac, c'est bon, ben voilà. Voilà, nous retrouvons ici nos 5 waypoints, donc le départ et nos 4 balises, la 40, la 39, la numéro 13 et la numéro 5. Ok, donc entre la 40 ici et la 39, on va demander au logiciel de nous calculer non seulement la distance, mais également le cap. Il suffit d'aller dans la bibliothèque et cette fois-ci route. Cette icône-là, le fait qu'elle soit cochée indique que c'est la route active qui est sur l'écran. Elle mesure 1 km 724. Ceci, le 198, c'est le cap entre le départ et l'arrivée. Donc ça ne nous intéresse pas. Il y a bien 5 points actifs, donc les 4 balises et le point de départ, les 5 waypoints. On a l'icône distance et on prend la main là-dessus. Il suffit de cliquer double fois, 2 fois, donc clic gauche sur la balise 40. Et je m'arrête à la 39 et je clique. Voilà. Et on a bien une route moyenne qui est 190, qu'on lit ici, enfin qu'on ne lit plus ici, il faut désélectionner avec le clic droit souris, 190, 191. Et on a une distance totale qui est de 261 mètres. Et c'est ça, ce sont ces deux informations que les concurrents demain rentreront dans leur GPS quand ils trouveront donc l'information à la balise 40. Voilà, donc demain, on sort tout ça sur imprimante. Okay. Et puis... Bon, on va à la soupe maintenant. À la soupe. Allez. Tu l'utilises sur quelle fonction aujourd'hui ton GPS? Bah là, je fais partir en banderole, là. Je fais de la banderole, donc je fais du local. Je m'en sers pas pour naviguer parce que je connais un peu la route, là, c'est juste du local. Donc en fait, là, je m'en sers comme ordinateur de bord. Et par contre, ce que j'aime bien avoir, moi, c'est ma vitesse sol. D'accord. Et puis, mes modes de déplacement, etc. Tous les GPS disposent de la fonction ordinateur de bord qui enregistre un très grand nombre de données liées aux déplacements horizontaux et verticaux de l'utilisateur. Cette page doit être paramétrée pour ne laisser apparaître que les champs de données réellement nécessaires. Si l'on souhaite exploiter les informations délivrées par l'appareil durant et à l'issue de l'activité, il est obligatoire de réinitialiser la fonction ordinateur de bord. À défaut, les valeurs enregistrées seront en grande partie erronées car cumulées avec celles déjà en mémoire.
Alors ça a été? Impeccable. Ouais. Donc là, tu vois, je vais pouvoir maintenant décomposer tout mon vol, ce que j'ai fait. Regarder le mouchard. Ouais, donc tu es sur l'ordinateur de bord. J'ai l'ordinateur de bord. Et tu as deux onglets, horizontal et vertical, Voilà. ici. Voilà. Ma distance parcourue, mes vitesses, j'ai tout quoi. D'accord. Et on distingue, il y a le vertical, donc c'est tout ce qui est altitude. Voilà, donc c'est dénivelé, l'altitude. positif, négatif, Voilà, vitesse moyenne de montée, ascension maximum en 1 minute. Tu as fait 224 mètres minutes en vitesse maxi d'ascension et 260 mètres. Tu vas quand même plus vite en descendant quand même. L'altitude maxi, 702 mètres. Tu faisais pas trop froid, 702 mètres? Non, ça va. Ouais. Et en horizontal, on sait que voilà, tu as fait 14 km. L'appareil est ici un précieux enregistrement des paramètres de vol. La trace verticale apparaît sur la page altitude qui la garde en mémoire. En abscisse, nous avons au choix la distance ou le temps parcouru. En ordonnée, l'altitude. C'est une preuve que la banderole a été bien vue. Pour lui, je vais lui montrer à mon annonceur. Là. Ok, Moi, bon, mais il il est temps d'aller manger. Tu verras que j'ai pas triché. Les GPS proposent encore d'autres fonctionnalités. Celles classiques telles que calendrier et agenda, et d'autres plus spécifiques à différentes professions ou loisirs, calendrier lunaire, des marées, chasse et pêche et calcul de surface. Dis, j'ai installé le GPS, est-ce que tu veux que j'en profite pour calculer la surface du pré? Oui, ça peut être très intéressant parce que vu qu'on veut le planter en vigne, ça nous permettra de savoir la surface, le nombre de pieds qu'on peut mettre et de faire les demandes auprès de l'INAO pour qu'ils sachent aussi. Eh ben, je passe en mode calcul de surface. D'accord. Ben, c'est parti. Cette fonction simple, dont les résultats n'ont toutefois pas de valeur juridique, est d'un grand recours pour les agriculteurs et les exploitants forestiers. Pour que le calcul de surface soit opérationnel, il faut que le porteur du GPS, ici ce tracteur, réalise une boucle complète autour de la parcelle à mesurer. Le point d'arrivée, fermant le tracé, peut toutefois se situer à quelques mètres du point de départ sans que le calcul en soit perturbé. Là, mon fils, combien tu as trouvé de superficie pour le terrain? Alors, ça fait 1344 mètres carrés. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Oui, ça devrait être ça. Donc là, il y a déjà de quoi mettre quelques plans de vie. Voilà, il faut calculer combien. À 5000 pieds à l'hectare. Ça en fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal, oui, ça vaut le coup. Les GPS routiers ou maritimes acceptent des cartouches de mémoire dans lesquelles on aura préalablement téléchargé des fonds cartographiques plus détaillés. Ici, Eric et Pierre vont utiliser la page carte dans sa version plus complète afin d'effectuer une projection de waypoint sur le passage qui leur permettra le retour à la route. Avec ce modèle-là, on a un fond de carte simplifié, mais je crois que... Tu l'as téléchargé dans les cartouches? Voilà. J'ai un système, donc voilà. Dans la cartouche, donc j'ai le fond de carte du coin qui va me donner plus de détails. On va simplement, voilà, y activer ça. Voilà, tu vois, donc Grenoble, France, c'est notre coin. Ok, et il va me tracer, voilà. On a d'autres détails quand même. C'est plus précis, hein. Et tout de suite, voilà, à même échelle de zoom, j'ai déjà des routes en plus. J'ai 2 routes, 3 routes en plus. On va utiliser le fond de carte pour, avec ces flèches, voilà, et le curseur, le pointeur, tu vois, pointeur de carte. Tout à l'heure, en passant, je t'ai dit, tiens, on va sortir là, tu vois. Voilà, exactement ici, par là, voilà. Sur notre intersection à la D912. Et une fois que j'ai pointé sur mon fond de carte, nav, et aller vers point, Inter. Et donc j'ai mon axe. Et maintenant on va utiliser soit le compas, soit un truc plus sympa. Voilà, le mode autoroute. D'accord. Tu vois, une vision, on a une vision et on a en haut le compas de relèvement avec donc 2 lignes. Le 0,26 en rouge clair et en rouge foncé. Nous, on est au 360 au nord. Donc il faut qu'on prenne la clairière sur la droite et on va enquiller les clairières pour aller au 926. Nous n'avons pas d'exigence de précision métrique, comme cela est le cas en parcours d'orientation ou pour rechercher un refuge dans le brouillard. Utiliser le pointeur sur la page carte suffit amplement. On est donc d'une part, on lit comme information qu'on est à 250 mètres de notre point.
Bon, on est à l'arrêt, donc vitesse 0,0. On est légèrement à droite, une erreur de 21 mètres à droite de l'axe théorique, mais là, on fait avec les contraintes du terrain. Par contre, ce qui est important, c'est que depuis tout à l'heure, on est sur le bon cap, puisque notre cap officiel, c'est le trait qui est légèrement à gauche du W, de l'ouest, et nous, on est au 200, voilà, à quelques degrés à droite, donc c'est bien par là. Et si le chemin appuie sur la gauche, il va y avoir superposition du cap et de la route. Voilà. Pratique, hein? Voilà la route, 50 mètres, ouais, juste là. Les GPS terrestres, utilisés pour les pratiques de montagne, d'équitation, de VTT, disposeront dans un futur proche de ces options. Les fonds de carte IGN de type Bio 25, c'est-à-dire la carte au 1/25 millième, sera téléchargeable dans toute sa représentation planimétrique dans ce type d'appareil. Très utile aux sociétés d'ambulance, de transport, aux VRP, taxis et autres services urbains, le GPS routier est limité à ses usages. Ils sont inadaptés aux activités de pleine nature car ils ne disposent pas du Sight and Go, du compas magnétique et n'autorisent pas la création d'un waypoint par incrémentation de ses coordonnées géographiques. Aujourd'hui, on peut voir le Street Pilot 3 de Garmin, qui est un GPS autonome, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner sur allume-cigare ou sur pile, et qui possède le fond de carte routier européen, auquel on peut adjoindre des cartouches mémoire dans lesquelles on va mettre des renseignements plus précis, comme les plans de ville ou les centres d'intérêt qu'on va pouvoir rechercher suivant la zone où on est situé. Tu peux trouver une rue, une ville? Alors là, on peut aller jusqu'à plus précis que ça? Oui, on peut trouver une rue, une ville, mais on peut aussi trouver le numéro dans la rue, c'est-à-dire qu'on peut lui rentrer une adresse, 41 chemin des Armandières par exemple, et il va nous emmener au pied de la maison ou de l'immeuble où se situe cette adresse. Et ça, c'est la page... Ça, c'est l'information générale sur ce qu'on appelle l'ordinateur de bord, qui va donner le temps de déplacement, la vitesse moyenne, et qui peut se remettre à zéro en fonction du point de départ que l'on veut donner. D'accord. Et là, tu as une page information GPS, comme dans tout voilà, qui indique la réception satellite, le degré de précision, la vitesse instantanée et l'altitude. D'accord. Ok. Tout ce qui est coché, il a les plans précis de Beaune, de Carpentras, de Versailles, Valence, c'est ça? Grenoble, Orsay, voilà, Amiens, Millau, Clermont, etc. Là, on a rentré pratiquement toute la France dedans et ça permet c'est l'équivalent d'un jeu de cartes routières avec les plans de chaque ville, c'est-à-dire on peut aller 41 chemin des Armandières, s'il y en a un autre à Toulouse, et il est capable de le détecter. Tu me montres? Bien sûr. Voilà, là c'est le numéro 41 chemin des Armandières. Ouais. Alors, je l'avais déjà en mémoire, on fait rechercher. Il trouve sur la commune de Montbonneau une seule adresse. On va la sélectionner, on va lui demander de débuter la navigation. D'accord. Il demande soit la distance la plus courte qui correspond à une distance à vol d'oiseau, soit la plus rapide qui va privilégier les grands axes routiers. Et c'est ce que l'on va choisir. D'accord. Ok. Il lui faut un petit temps de réaction pour calculer la route. Continuez de 150 mètres vers la sud-ouest, puis tournez à droite. Si les fonds cartographiques routiers et urbains sont actualisables régulièrement, afin de prendre en compte toutes les nouvelles infrastructures, il peut arriver que certaines voiries très secondaires ne figurent pas sur le fond de carte. Deuxième à droite, il dit. Ah, mais dans 350 mètres, on a le... Ces GPS routiers disposent en plus d'un correcteur de position. Si nous circulons sur une piste en terre non cartographiée ou trop subsidiaire, il est fort possible que l'appareil nous positionne obligatoirement sur l'axe routier officiel situé à quelques mètres. De même, en milieu urbain, il peut arriver que notre itinéraire sur une contre-allée soit confondu avec une progression sur l'axe principal de la chaussée. 150 mètres, tournez à droite, puis arrivez à destination. Donc là, normalement, on arrive, c'est ça, hein, le 41? Oui, le 41 chemin des Armandières. Donc on a 0, 0, voilà, c'est bon. Donc il nous dit... Tournez à droite, puis arrivez à destination.
Les GPS sont des outils précis et performants aux multiples fonctionnalités, mais leur utilisation ne dispense pas de maîtriser la cartographie ni les instruments traditionnels d'orientation. Un GPS pouvant toujours tomber en panne de pile. Avoir un récepteur GPS à portée, même si l'on est persuadé que l'on n'en aura pas besoin, permet de se familiariser avec son usage. Maîtriser ses fonctionnalités, le déroulé de ses pages et de son menu, savoir le configurer, tout cela se travaille régulièrement. Quelle que soit sa pratique ou ses usages du GPS, le navigateur d'aujourd'hui se doit de toujours garder les sens en éveil, et ce pour une raison simple. Un instrument aussi perfectionné soit-il ne peut en aucun cas se substituer à l'expérience, au bon sens et à la clairvoyance de l'utilisateur.